En 1873, la France est encore affaiblie. Elle pense les blessures qu'elle a subies lors du dernier conflit en 1870. À l'Assemblée, le gouvernement d'Adolphe Thiers est mis en minorité. Il démissionne le 24 mai et c'est MacMahon qui devient président de la République française. Un élan de conservatisme qui met en difficulté les milieux républicains. Mais 1873, c'est aussi le début d'une période particulière, le début de la Grande Dépression. La bourse de Vienne s'effondre, entraînant la ruine des spéculateurs et des petits épargnants, et la crise bancaire commence, et elle est bien là pour rester. Mais 1873, c'est aussi la fin de l'occupation allemande en France. Après 3 années de présence militaire allemande, la France récupère enfin l'entièreté de son territoire. Bref, il y a un peu de positif et beaucoup de négatif. Mais ça n'empêche pas vraiment les milieux scientifiques et savants de continuer leurs petites affaires au 66 rue Mazarine. Là, dans la crèmerie de la Petite Vache, on prend un petit peu de bon temps, comme tous les vendredis soirs. Les artistes dessinent, on chante un petit peu beaucoup, on joue au lance-quenet et au bilboquet. Et là, soudain, la porte s'ouvre. Bon, tous les convives reconnaissent Charles Monnoir, mais il est accompagné d'une personne que... Non, personne ne l'avait jamais vue. Une silhouette assez maigre, des cheveux touffus, quelqu'un d'assez grand, des yeux perçants. Non, vraiment, c'est la première fois qu'il arrive ici. Alors, naturellement, Charles Monnoir s'installe avec cet illustre inconnu et commence à faire les présentations. Eh bien, cet illustre inconnu, il s'agit de Pierre Savorgnan de Brazza. On a toujours un petit peu cette image d'un jeune officier de marine, élégant, cultivé, débarquant en Afrique avec son sombrero. Oui, pourquoi pas. Non pour imposer sa loi, mais pour écouter, coloniser pacifiquement. Bref, c'est un petit peu le roman national qui fait la part belle à Pierre Savorgnan de Brazza, mais ça n'a pas toujours été le cas. D'abord parce qu'en fait, Pierre Savorgnan de Brazza est d'origine italienne. Voilà, il est issu d'une famille aristocratique des États pontificaux, et il est né le 26 janvier 1852. Et alors qu'il est adolescent, il fait le choix de la France, qu'il adopte comme une patrie intellectuelle et politique. Il rentre à l'école navale de Brest en mai 1868. Et en fait, mais ça sera toute sa vie, Pierre Savorgnan de Brazza bénéficie d'un soutien, et quel soutien, l'amiral de Montaignac. Parce qu'en fait, lorsque Montaignac est nommé ministre de la Marine en 1874, il va tout faire pour favoriser le projet d'expédition de Pierre Savorgnan de Brazza. Dire que l'amiral de Montaignac est le seul soutien de Brazza, c'est un petit peu exagéré. En fait, Brazza va surtout bénéficier d'un concours de circonstances qui lui est totalement favorable. Mais revenons un petit peu au début, lorsqu'il rencontre les convives de la Petite Vache. On l'a dit tout à l'heure, lorsque Charles Monnoir l'introduit dans le réseau, eh bien il va faire la rencontre d'Alfred Marche et de Victor de Compiègne. Oui, les mêmes du dernier podcast, ceux qui ont commencé à remonter l'Ougoué. Et à ce moment-là, Victor de Compiègne est toujours très malade, il a la malaria, mais il a toujours ce regret de ne pas être allé au bout de son expédition. Alors que va faire Victor de Compiègne ? Eh bien, il va donner tous les renseignements et toutes les cartes à Pierre Savorgnan de Brazza. Et Brazza va être un bon élève. Il va étudier les cartes, il va essayer de les comprendre, il va analyser les renseignements que Compiègne lui a fournis. Sauf qu'il y a encore un problème pour mener ce type d'expédition. Eh ben oui, il faut de l'argent. Et là, va y avoir un changement total qui va s'opérer. Parce que les expéditions d'Alfred Marche et de Victor de Compiègne, eh ben, elles étaient en partie financées sur leurs fonds propres. Sauf que là, pour le cas de Brazza, eh bien, l'amiral de Montaignac et Charles Monnoir vont aller toquer un peu à toutes les portes, histoire de trouver des crédits. Et ils les trouvent. Charles Monnoir arrive à convaincre la Société de géographie de Paris et le Muséum de financer l'expédition, et l'amiral de Montaignac se charge de trouver des crédits institutionnels, un petit peu d'argent de l'État quand même pour financer ces expéditions. Et Brazza, quand on lui pose la question, eh ben il est sûr de lui, il veut réussir là où le marquis de Compiègne a échoué. Et même, quand on lui dit que c'est peut-être dangereux, eh ben il répond « Je n'aurais pas été inutile si l'Ougoué a, par moi, sa première victime, car un autre plus heureux que moi reprendra la route que j'aurai ouverte. » Alors là, on est en 1875, ça y est, Brazza a tout. Il a les renseignements, il a les fonds, il a aussi beaucoup de personnes qui vont l'accompagner. Le médecin, Noël Ballet, le naturaliste Alfred Marche et son assistant Victor Hamon.
Voilà, ça reste un petit milieu de savants, de géographes, de naturalistes. Et donc, ça y est, fin août 1875, tout le monde embarque sur un bateau à Bordeaux, direction l'Afrique, mais dans l'indifférence générale. Bah oui, parce que l'exploration scientifique et les missions scientifiques, ça n'intéresse qu'à un très très petit milieu. Alors au revoir les réceptions, les tapis rouges, et la bouteille qui claque sur la coque du bateau. Non, on s'embarque tout simplement, et on quitte le pays. Bon, maintenant que Brazza est en Afrique, qu'est-ce qu'on fait en France? Eh ben en France, on attend des résultats. À la fois pour la science, on attend aussi que Brazza échantillonne un petit peu tout ce qu'il trouve. Mais pour ce qui est de la géographie et de la cartographie, là c'est un petit peu plus ambigu. Certes, connaître la topographie et la morphologie du territoire, c'est très bien pour la science, mais ça a un double intérêt. Et l'intérêt, il est d'abord commercial, puisqu'à l'intérieur des terres, ils atteignent les rives de l'Alima, située près du pays de Téké, et en fait, l'expédition va mettre au jour une voie commerciale de choix vers le Congo. Bah oui, business is business, hein. Mais ça a aussi un autre intérêt. L'intérêt, il est politique, il est diplomatique. Parce qu'une fois que Brazza revient en France, il déclare: la France, qui a plus de droits que toute autre puissance, et par la situation de sa colonie du Gabon, et par l'exploration officielle faite par un officier français, donc lui-même, ne peut s'abstenir dans cette lutte pacifique. Et en fait, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, cette citation-là, parce qu'en fait, Brazza, il n'a pas découvert grand-chose. Les quelques centaines de kilomètres sont absolument rien à côté de la traversée de part et d'autre en Afrique réalisée par Stanley. Bah oui, s'il y a les Français en Afrique, les Anglais sont là aussi, hein. Et en fait, Brazza, il va se faire le porte-étendard de la France en Afrique, à tel point qu'il va repartir une deuxième fois en expédition, en 1879, et cette expédition, elle est importante parce que c'est celle qui va fonder Brazzaville. Et à chaque fois qu'il est de retour en France, eh bien, avec les sociétés savantes et la Société de géographie de Paris, il va essayer de populariser ses découvertes. En fait, c'est pour trouver des nouveaux soutiens. Donc Brazza, il a un sacré tempérament et ça va lui occasionner beaucoup de problèmes par la suite. À partir de la fin des années 80, il va rencontrer beaucoup d'opposition en France. Déjà au sein des administrations, Brazza il commence un petit peu à agacer. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est son opposition à l'expédition Marchand de 1898. Et donc il est gentiment remercié, c'est-à-dire placé à la retraite. Et même physiquement, à cette période-là, on sent qu'il est arrivé à un point de rupture. Les témoignages le décrivent avec une silhouette très mince, très maigre, des cheveux touffus. Et même l'image qui est publiée dans l'Illustration, le journal du 23 février 1895, on a vraiment l'impression de voir un vieillard affaibli. Sauf qu'à la fin du 19e siècle, en 1900, le gouvernement français se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de violence et beaucoup de débordements de la part des administrateurs coloniaux. Et donc pour toutes ces raisons, en 1905, le ministre M. Clémentel demande à Brazza d'inspecter les conditions de vie dans les colonies. Et de cette mission, il va tirer un rapport baptisé rapport Brazza, qui ne sera d'ailleurs jamais utilisé. Sauf que, à nouveau, la santé de Brazza se détériore, décline, et au retour de sa mission, il est atteint de très très fortes fièvres, et il est contraint de débarquer à Dakar. Et le 14 septembre 1905, veillé par sa femme et par le capitaine Mangin, il meurt à 6h du soir. Brazza reste encore aujourd'hui une figure très ambivalente. Pour certains, il incarne un impérialisme de façade cherchant à masquer la réalité coloniale sous un vernis humaniste. Mais pour d'autres, il représente au contraire une tentative sincère, quoique inaboutie, de concilier l'exploration, la science et le respect des peuples. Quoi qu'il en soit, Brazza arrive à un moment où le monde change, à un moment où les puissants s'accaparent des morceaux de territoire avec violence. Après la conférence de Berlin en 1885, tout change. Les puissants se lancent dans la course au clocher. Et bon gré mal gré, Brazza est pris dans l'engrenage. Est-ce que Brazza a été un instrument de l'expansion? Sans doute. Mais l'a-t-il voulu de cette manière? Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, à partir de 1880-1890, c'est le politique qui prend le pas. Quoi qu'il en soit, la conquête s'intensifie et l'empire des sciences, l'empire de l'entre-soi où il fallait être savant pour pouvoir découvrir le reste du monde, devient un empire politique et administratif.